Cette montre à 20 millions n'est pas cassée, murmura la petite fille. Elle a peur. Avant de continuer, veuillez commenter de quelle ville vous regardez. La scène se déroule dans le sanctuaire du luxe parisien, la boutique de haute horlogerie, l'Heure Céleste, place Vendôme. C'est un monde de marbre de Carrare immaculé, de vitrines en cristal blindé et d'une lumière si étudiée qu'elle fait scintiller l'or et les diamants comme des fragments d'étoiles capturées. Au centre de cet univers silencieux et opulent, sous un unique faisceau lumineux, repose l'Astrolabe Répétition Minute, une merveille de technologie d'une valeur de 20 millions d'euros, inerte et muette. Un violent orage d'été s'abat sur Paris, et c'est dans ce décor que le contraste prend vie. Les portes automatiques en verre s'ouvrent et se referment, mais laissent entrer une silhouette frêle, une enfant d'à peine 9 ans, trempée jusqu'aux os. Son anorak usé, bien trop grand pour elle, laisse une traînée d'eau de pluie sur le sol poli, une tache d'impureté dans un temple de la perfection, brisant l'harmonie silencieuse et stérile du lieu. La présence de Manon était une anomalie, une dissonance visuelle et sociale dans ce temple du raffinement. L'eau de pluie qui gouttait de son anorak usé formait une flaque sombre sur le marbre blanc, une tache qui semblait s'étendre comme une contagion. Chaque gouttelette était une insulte à la perfection stérile du lieu. Les quelques clients présents, ainsi que le personnel, la fixaient avec un mélange de curiosité et de répulsion, comme on observerait une créature exotique et indésirable échappée de son enclos. Le premier à briser le silence glacial fut Jean-Pierre, le gérant de la boutique. Son visage, habituellement figé dans un masque de courtoisie professionnelle, se crispa de dégoût. Il s'avança à pas rapides, son corps formant une barrière entre l'enfant et les précieuses vitrines. « Sécurité !» siffla-t-il, sa voix basse mais tranchante comme une lame. « Sortez-moi cette chose d'ici, immédiatement !» Le mot « chose » resta suspendu dans l'air, déshumanisant, brutal. Non loin de là, une cliente, Madame Dubois, une bourgeoise du 16e arrondissement vêtue d'un tailleur griffeux, serra son petit chien contre sa poitrine, comme pour le protéger d'une maladie. Elle ajouta, d'une voix pincée qui fuyait le mépris, « Sa saleté va railler le marbre. On ne peut donc plus être en sécurité nulle part. C'est absolument inadmissible. » Ses yeux balayaient Manon de haut en bas, cataloguant ses baskets déchirées et son visage souillé, avec une froideur clinique. Pendant ce temps, au fond de la boutique, dans un salon privé, Arnaud de La Rochefoucauld était en pleine visioconférence. L'agitation extérieure n'était qu'un bruit de fond irritant qui venait perturber sa conversation déjà tendue avec les meilleurs maîtres horlogers suisses. Ils étaient incapables de diagnostiquer à distance la panne de son chef-d'œuvre, à 20 millions, une pièce maîtresse pour finaliser un accord colossal. L'interruption était la dernière chose dont il avait besoin. Ce fut à cet instant précis, alors que Jean-Pierre posait une main sur l'épaule de Manon pour la pousser vers la sortie, que la petite fille murmura sa phrase, assez fort pour que le silence soudain la porte jusqu'à Arnaud. « Cette montre à 20 millions n'est pas cassée. Elle a peur. » Les mots, si absurdes et pourtant si assurés, coupèrent court au mouroir. Arnaud leva les yeux de son écran, l'ennui sur son visage se muant dans une lueur d'amusement. Une enfant des rues, trempée et misérable, osait poser un diagnostic poétique sur une merveille de micromécanique qui déconcertait les plus grands experts du monde. C'était une dévision inattendue, un grain de sable absurde dans la machine bien huilée de sa journée. « Attendez », lança-t-il d'une voix calme mais impérieuse qui figeait Jean-Pierre sur place. Il mit fin à son appel d'un geste sac et se leva, s'approchant lentement de la scène. Son regard passa de l'enfant au gérant pétrifié, puis à la cliente outrée, un sourire presque imperceptible jouant sur ses lèvres. La tension dans la boutique monta d'un cran, désormais centrée sur lui. S'arrêtant devant Manon, il la toisa, non avec mépris, mais avec la curiosité d'un collectionneur découvrant un artefact étrange. « Tu dis savoir ce qu'elle a », dit-il, sa voix résonnant dans la boutique silencieuse. « Très bien, amusons-nous un peu. » Il marqua une pause, savourant le drame. « Si tu la répares, je te donne 1 million d'euros. Si tu échoues, tu nettoieras chaque centimètre de cette boutique avec cet anorak. » La proposition était cruelle, un jeu de pouvoir destiné à humilier la petite intruse pour le divertissement de l'élite. Jean-Pierre et Madame Dubois échangèrent un revers suffisant, anticipant la défaite inévitable de l'enfant. Mais Manon ne semblait même pas entendre l'offre monétaire ni l'insulte. Ses yeux vifs et intelligents étaient rivés sur la vitrine, fixant l'Astrolabe Répétition Minute avec une concentration si intense que le monde autour d'elle semblait avoir disparu. Pour elle, le défi n'était pas contre le milliardaire, mais contre le silence dissonant de la machine. Manon ignora l'offre extravagante et l'humiliation sous-jacente. L'argent et la cruauté étaient des bruits de fond dans sa vie, des parasites sans importance. Son attention tout entière était captée par la merveille mécanique silencieuse derrière le cristal. Elle s'approcha de la vitrine, son reflet misérable se superposant aux rouages d'or et de platine. Dans la boutique, l'air devint si dense qu'on aurait pu le trancher au couteau. Chaque respiration était suspendue, chaque regard fixé sur l'enfant.
Elle ferma les yeux, non pour voir, mais pour écouter. Là où les experts suisses cherchaient des défauts mécaniques avec des instruments de pointe, Manon cherchait une dissonance dans le silence. Son don était une forme d'hyperacousie, une capacité à percevoir les vibrations les plus infimes, à entendre la signature acoustique de la matière elle-même. Pour elle, l'astrolabe n'était pas muet, il hurlait une note fausse, une fréquence brisée que personne d'autre ne pouvait déceler. Arnaud, piqué par une curiosité qu'il ne savourait jamais, s'approcha. « Alors, petite magicienne, dit-il avec une pointe d'ironie, que te dit ton intuition ?» Manon rouvrit les yeux, son regard d'une clarté déconcertante. Sa voix, posée et sans la moindre trace d'hésitation, résonna dans le silence oppressant, non pas comme celle d'une enfant, mais comme celle d'un maître artisan. Ce n'est ni le barillet principal, ni le train de rouage. Les Suisses cherchent une panne macroscopique, mais le problème est à l'échelle nanométrique, comme l'enseignent les principes de la mécanique des fluides à l'école polytechnique. L'échappement à tourbillon triaxial a une désynchronisation acoustique. C'est une microbulle de gaz inerte dans le fluide silicone du différentiel. Elle crée une cavitation de 0,02 nanosecondes par cycle, ce qui brise l'isochronisme du balancier. C'est une anomalie que même les systèmes du CNRS auraient du mal à détecter sans le bon capteur. Un silence de plomb tomba sur la boutique. Jean-Pierre et Madame Dubois étaient pâles de stupeur, leurs visages figés dans une incrédulité totale. Sur l'écran de la visioconférence, les maîtres horlogers suisses, sommité mondiale dans leur domaine, restaient bouche bée, leurs expressions passant du scepticisme à un étonnement teinté de panique. Une enfant venait de formuler en quelques secondes une hypothèse plus précise et complexe que des semaines de leur analyse. De ses cheveux emmêlés, Manon tira un objet anodin, presque insultant dans ce décor de luxe absolu. Un simple crochet à cheveux, légèrement torvi et rouillé. Elle le tint entre son pouce et son index, non pas comme un accessoire de fortune, mais comme un instrument chirurgical. Le contraste était saisissant. La technologie horlogère la plus avancée au monde, face à un bout de métal trouvé dans le caniveau. Elle se tourna vers Arnaud, son regard ne contenait ni supplique ni défi, mais une simple instruction. « Ouvrez la vitrine », dit-elle d'une voix calme et sans appel, celle d'un expert qui sait exactement ce qu'il doit faire. Pour la première fois de sa vie, le grand Arnaud de la Rochefoucauld se sentit non pas comme celui qui donne les ordres, mais comme celui qui les reçoit. Le milliardaire la dévisagea une seconde de plus, le combat entre son scepticisme et une fascination grandissante se lisant sur son visage. Puis, d'un signe de tête sec à Jean-Pierre, il ordonna. Le gérant, tremblant, composa un code sur un panneau invisible. La vitrine en cristal blindé se souleva sans un bruit, révélant le chef-d'œuvre inerte à l'air libre, vulnérable. Avec une précision de chirurgien qui contrastait violemment avec ses mains sales et ses ongles abîmés, Manon se pencha sur le mécanisme complexe. Elle ne toucha ni les ponts d'or ni les rubis incrustés. Son geste était d'une économie et d'une certitude absolue. Elle inséra la pointe de son crochet achevé dans une jointure presque invisible du boîtier, près du différentiel, là où personne n'aurait jamais songé à chercher une valve. Un pchtt, presque inaudible, se fit entendre, le son d'une minuscule bulle d'air s'échappant. 1, 2, 3, 4, 5 secondes s'écoulèrent dans une attente insoutenable. Puis, le miracle se produisit. Le tourbillon triaxial se mit à danser, ses trois cages tournant les unes dans les autres dans une valse mécanique parfaite. Le tic-tac clair et régulier de l'astrolabe répétition minute emplit la boutique. Chaque son était une note de musique pure et cristalline. Le silence qui s'ensuivit était différent. Il n'était plus tendu, mais sépulcral, presque sacré. Le seul son était le rythme parfait de la montre à 20 millions d'euros, le battement de cœur d'une machine ressuscitée. Les experts suisses à l'écran étaient pétrifiés. Jean-Pierre avait l'air d'avoir vu un fantôme. Madame Dubois serra son chien si fort que celui-ci couina de surprise. Le monde venait de basculer sur son axe. Arnaud de la Rochefoucauld ne regardait plus la montre, son chef-d'œuvre. Son regard était rivé sur la petite fille en anorak trempé qui venait de lui donner une leçon d'humilité et de génie. Il ne voyait plus une chose venue de la rue, une saleté sur son marbre immaculé. Il voyait un phénomène, une force de la nature qui venait de briser toutes les règles de son univers. Le tic-tac de l'astrolabe répétition minute n'était pas un simple son, c'était un jugement. Chaque oscillation parfaite et cristalline était un coup de marteau sur l'enclume du silence, forgeant une nouvelle réalité dans l'air suffocant de la boutique. Le bruit de la perfection mécanique était devenu la bande-son de l'humiliation des certitudes humaines. Personne n'osa respirer. Ce fut un instant suspendu hors du temps, où le monde opulent de la place Vendôme se fractura sous le poids d'un miracle impossible. Le son clair et régulier de la montre était la seule chose vivante dans une pièce remplie de statues de cire, leurs visages figés dans des masques de stupeur. À l'écran, les maîtres horlogers suisses, descendants d'une lignée séculaire de génie mécanique, étaient devenus des spectateurs impuissants. Leurs expressions, un mélange complexe de dévastation professionnelle et d'admiration terrifiée, trahissaient une vérité insupportable. Des décennies de savoir-faire venaient d'être éclipsées par une enfant et un crochet à cheveux. Jean-Pierre, le gérant, était devenu livide. Son corps entier semblait s'être vidé de sa substance, sa posture rigide s'affaissant sous le poids de l'invraisemblable. Il regardait la petite fille, puis la montre, puis son patron, son esprit incapable de réconcilier ce qu'il venait de voir avec les lois immuables de son univers social. Madame Dubois serra son petit chien si fort que l'animal laissa échapper un gémissement plaintif. Son mépris s'était évaporé, remplacé par une honte brûlante qui lui empourprait les joues. Elle, qui jugeait la valeur d'un être à la coupe de son tailleur, venait de voir la saleté qu'elle méprisait accomplir l'impossible. Mais Arnaud de la Rochefoucauld ne regardait plus la montre.
Son chef-d'œuvre de 20 millions d'euros, l'objet de sa frustration et de sa fierté, n'était plus qu'un accessoire sans importance sur la scène. Ses yeux, d'un bleu glacial habituellement, étaient rivés sur Manon avec une intensité qui transcendait la simple curiosité. Une épiphanie frappa avec la violence d'un éclair. Dans les yeux vifs et clairs de cet enfant, il ne voyait pas la misère des banlieues. Il voyait un miroir. Un reflet de ce qu'il aurait pu être, un génie brut, pur, non poli par les écoles de commerce, non corrompu par les bilans financiers. Il comprit soudain la vacuité de son existence. Son empire, bâti sur des logos, des marges et des apparences, lui parut soudain d'une fragilité pathétique. Il collectionnait des objets parfaits, mais il avait oublié comment reconnaître la perfection dans une âme. Cet enfant, sorti de nulle part, possédait une vérité fondamentale qu'il avait perdue. Elle n'avait rien, mais elle était connectée à l'essence des choses, à leur musique secrète. Tandis que lui, entouré de tout, était profondément seul et sourd au monde. C'est Jean-Pierre qui, dans une tentative désespérée de restaurer l'ordre, presa le charme. Il s'éclaircit la gorge, sa voix tremblante trahissant sa panique. C'est absolument incroyable, monsieur. Un hasard extraordinaire. Cependant, les protocoles de sécurité, nous devrions. Taisez-vous, Jean-Pierre. La voix d'Arnaud tomba, non pas comme un cri, mais comme une plaque de glace. Elle était calme, dénuée de toute émotion, et c'est ce qui la rendait terrifiante. Le gérant se figea, les mots mourant sur ses lèvres. Arnaud se tourna lentement vers lui, et pour la première fois, Jean-Pierre vit le prédateur qui se cachait derrière le masque du PDG. « Vous avez passé les 20 dernières minutes à évaluer la menace que cet enfant représentait pour le Marmin, » dit Arnaud, sa voix pas assez tranchante. « Vous étiez si occupé à voir la saleté que vous n'avez pas vu le génie. Vous avez vu des baskets déchirées, et j'ai vu la seule personne dans cette pièce dont l'esprit vaut plus que tout le contenu de cette boutique. » Chaque mot était un clou planté dans le cercueil de l'arrogance du gérant. D'un geste lent, Arnaud balaya la pièce du regard. « Tout ceci, dit-il, sa voix englobant les vitrines scintillantes, l'or, les diamants, n'est que de la matière, froide, morte. Ce que vous venez de voir, Jean-Pierre, c'est une étincelle de création pure. Et vous vouliez la jeter dehors. » Son regard se posa ensuite une seconde sur Madame Dubois, qui se recroquevilla sur elle-même comme pour disparaître. Il n'y avait besoin de lui adresser la parole. Son silence était plus méprisant que n'importe quelle insulte. Son monde de préjugés venait d'être publiquement invalidé. Puis, Arnaud fit quelque chose qui défiait toutes les conventions, un geste qui brisait l'école tacite de la hiérarchie française. Lentement, délibérément, le titan de l'industrie du luxe posa un genou à terre, puis l'autre, jusque se trouver au niveau du regard de la petite Manon. Il n'y avait plus de milliardaire face à une enfant détruite. Il n'y avait qu'un homme face à un phénomène qui venait de redéfinir son univers. Sa voix, quand il parlait, était dépouillée de toute son autorité habituelle, remplacée par une nuance de respect, presque de révérence. Dans le regard de Manon, il ne voyait plus un simple prodige à exploiter. Il voyait la solution à une équation qu'il ne savait même pas qu'il essayait de résoudre, celle du sens de sa propre vie. Cet enfant n'était pas un investissement, elle était une rédemption. Arnaud se releva lentement, ses genoux quittant le marbre froid avec une solennité qui tenait presque du rituel. Le monde avait changé de couleur, de texture, de sens. Le tic-tac parfait de la montre n'était plus qu'un bruit de fond, le métronome d'une nouvelle ère dans sa propre existence. D'un geste sec de la main, sans même un regard, il congédia le reste du monde. Jean-Pierre et Madame Dubois, ainsi que les quelques membres du personnel pétrifiés, s'éclipsèrent comme des ombres, comprenant qu'ils n'étaient plus les bienvenus dans cette nouvelle réalité. L'écran de la visioconférence fut coupé, faisant taire à jamais le jugement des experts suisses. La boutique, autrefois un théâtre public, devint un sanctuaire privé, un espace intime contenant seulement un homme brisé et une enfant qu'il avait reconstruit. Le silence qui s'installa était profond, pur. Il n'était plus chargé de tension ou de mépris, mais d'une possibilité fragile et vertigineuse. Pour la première fois depuis des décennies, Arnaud se sentit vulnérable, dépouillé de l'armure de sa fortune et de son statut. Il ne restait que l'homme face à l'énigme silencieuse que constituait cette petite fille. Il la guida doucement, non pas comme un supérieur mais comme un égal, vers un petit salon privé à l'arrière, un cocon de velours et de bois sombre où il menait ses négociations les plus secrètes. Il l'invita à s'asseoir sur un fauteuil profond dont le prix aurait pu nourrir sa cité pendant 1 an. Elle s'y installa sans un mot, une minuscule silhouette perdue dans l'immensité du luxe. Arnaud s'assit en face d'elle, se penchant l'âme avant, les mains jointes. Il revint à la seule langue qu'il maîtrisait parfaitement, celle des transactions. « Le 1 million d'euros, commença-t-il d'une voix douce, presque hésitante. Il est à toi, bien sûr. Ce n'est qu'un début. Dis-moi ce que tu veux. Une maison, des études, tout ce que tu peux imaginer. » Manon ne répondit pas. Son regard n'était pas fixé sur lui, ni sur les œuvres d'art qui ornaient les murs. Ses yeux étaient perdus dans le vide, comme si elle écoutait une conversation lointaine, une musique que lui seul pouvait percevoir. Son silence était une réponse plus puissante que n'importe quel mot. L'homme d'affaires en lui crut à une négociation. Il avait mal évalué l'offre. « Plus alors, dit-il, presque désespéré de combler ce vide avec des chiffres. 5 millions, 10, il n'y a pas de limite, Manon. Nomme simplement ton prix. Tout a un prix. »
Ce fut cette dernière phrase qui provoqua une réaction. Un frémissement presque imperceptible parcourut son petit corps. Elle secoua la tête, non pas avec force, mais avec une lassitude infinie qui semblait bien trop vieille pour ses 9 ans. Son silence n'était pas une tactique, c'était un rejet. Arnaud sentit son propre monde, bâti sur la certitude que tout pouvait s'acheter, se fissurer un peu plus. Il prit une profonde inspiration, abandonnant enfin l'armure du milliardaire. « Oublions l'argent », murmura-t-il, sa voix se brisant légèrement. « Oublions tout ça. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu veux, vraiment ?» Elle leva enfin les yeux vers lui. Dans ses pupilles claires, il n'y avait ni avidité, ni peur, ni même de l'espoir. Il y avait une connaissance calme et ancienne de la douleur. Une sagesse forgée par l'abandon et la solitude. Sa voix, quand elle parla, était à peine plus qu'un souffle, mais elle portait dans la pièce avec le poids d'une ancre de navire. « Je ne veux pas de choses, monsieur. Les choses, on les perd, on les casse, on les oublie dans un coin. » Elle jeta un regard à la montre qu'elle venait de réparer, comme pour illustrer son propos. Puis, son regard revint se planter dans celui d'Arnaud, et elle lui livra le cœur nu de son existence. « Je veux quelqu'un qui reste, » dit-elle simplement, chaque mot étant une goutte de vérité pure. « Je veux quelqu'un qui ne me mettra pas dehors une fois que l'orage sera fini. » Ces mots, si simples, si dévastateurs, frappèrent Arnaud avec la force d'un poing en plein cœur. Il comprit soudain que cet enfant ne lui demandait pas sa fortune, mais quelque chose d'infiniment plus précieux, et qu'il avait lui-même perdu depuis longtemps, une promesse de permanence. Un abri non pas contre la pluie, mais contre la solitude. Pour la première fois depuis la mort de ses propres parents, des larmes montèrent aux yeux du grand Arnaud de la Rochefoucauld. Il ne voyait plus une prodige à financer, mais une âme sœur dans le désert de l'existence. Il ne voyait pas un investissement, mais une rédemption. Le pacte fut scellé dans ce silence lourd de sens, un accord qui ne serait jamais signé sur papier, mais gravé à jamais dans leurs deux cœurs. 6 mois plus tard, le marbre froid de la place Vendôme avait été remplacé par les parquets cirés d'un penthouse surplombant le champ de Mars. Manon n'était plus la silhouette frêle perdue dans un anorak trempé. Vêtue d'une simple robe en lin bleu, les cheveux propres et coiffés en une sobre queue de cheval, elle avait l'air de son âge, mais ses yeux avaient conservé cette même intensité, cette gravité tranquille qui semblait sonder l'âme du monde. La transformation était extérieure, un vernis de confort et de sécurité, mais son essence, humble et farouchement observatrice, demeurait intacte. Aujourd'hui, le défi n'était plus une montre, mais une civilisation. Elle se tenait dans le grand salon de l'Hôtel de Ville de Paris, un chef-d'œuvre de dorure et de lustre en cristal, où l'histoire de France avait été écrite. Face à elle, un parterre d'une 50aine de maires des plus grandes métropoles du monde, de Tokyo à New York, accompagnés de leurs ingénieurs en chef. L'air était lourd de scepticisme et d'une politesse glaciale, un murmure international de doute. Arnaud de la Rochefoucauld, debout à côté d'elle, prit la parole. Sa voix, habituellement tranchante dans les conseils d'administration, était empreinte d'une fierté paternelle. Il présenta brièvement la mission de la Fondation Le Rythme Parfait, une nouvelle approche de la sécurité urbaine basée sur l'analyse vibratoire prédictive. Puis, il se tourna vers la petite fille, qui se tenait calmement à ses côtés, un îlot de sérénité au milieu d'un océan de pouvoir. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il, je vous présente la directrice de notre département de recherche et développement, mademoiselle Manon de la Rochefoucauld. » Un silence perplexe parcourut l'assemblée. Des sourires condescendants s'échangèrent entre les experts en génie civil. Une enfant, à peine sortie de l'école primaire, venait leur donner une leçon sur la gestion de leurs infrastructures valant des trillions de dollars. L'absurdité de la situation était palpable. Manon s'avança vers le pupitre, ses pieds ne touchant même pas le sol depuis la haute chaise qu'on lui avait préparée. Elle ne semblait nullement intimidée. Son regard balaya l'audience, non pas avec défi, mais avec la concentration d'un médecin examinant un patient. Elle n'avait ni notes, ni diapositives. Sa seule ressource était la vérité silencieuse des choses. « Vos villes font du bruit », commença-t-elle d'une voix claire et posée qui capta immédiatement l'attention. Chaque pont, chaque tunnel, chaque gratte-ciel possède une signature acoustique, une chanson qui lui est propre. Vous dépensez des milliards pour inspecter la surface, pour chercher des fissures visibles. Mais vous n'écoutez jamais. Vous n'écoutez pas le métal qui fatigue, le béton qui gémit. Sur l'écran géant derrière elle, une image apparut. Non pas un graphique complexe, mais une simple onde sonore, vibrante et vivante. C'était la captation en temps réel de la signature acoustique du pont de Brooklyn. « C'est la voix de votre ville », expliqua-t-elle. « La plupart d'entre vous n'entendent qu'un bruit fond.
Moi, j'entends une symphonie, et dans cette symphonie, je peux déceler la moindre fausse note. Son jargon était devenu plus affûté, plus assuré. Nous ne parlons pas de simples capteurs de stress. Nous parlons de la détection de la décohérence de phase dans les harmoniques de résonance d'une structure. Chaque microfissure, chaque point de corrosion, chaque boulon desserré altère la fréquence fondamentale de l'édifice d'une fraction de Hertz. C'est une anomalie infinitésimale, mais pour nous, c'est un cri d'alarme. Soudain, elle isola une section de l'onde sonore, l'agrandissant jusqu'à ce qu'une minuscule mais persistante dissonance apparaisse, un plic erratique dans le rythme par ailleurs régulier. Ce pilier, dit-elle en pointe un point précis du schéma structurel du pont, a subi une fatigue matérielle interne au niveau de ses armatures en acier. Vos équipes ne le verront pas à 5 ans. Selon nos calculs, une défaillance en cascade est probable dans moins de 10. L'ingénieur en chef de la ville de New York, un homme massif à la mâchoire carrée, se leva d'un bond, son visage rouge de colère. « C'est absolument ridicule, donna-t-il. Nous avons les protocoles d'inspection les plus avancés au monde. Nos données montrent une intégrité structurelle de 99,8%. C'est de la pure fantaisie. » Le consensus dans la salle penchait à sa faveur. L'humiliation d'Arnaud et de sa protégée semblait inévitable. Manon ne répondit pas. Elle fit un simple signe de tête à un technicien. Sur l'écran, l'image fut remplacée par une transmission en direct d'un drone endoscopique, développé par la Fondation, qui s'insérait dans une minuscule fissure de maintenance du pilier en question. Guidé par les coordonnées acoustiques de Manon, il navigua à l'intérieur du béton jusqu'à ce qu'atteigne l'armature métallique. La caméra zooma, révélant ce qu'aucun œil humain n'a pu voir. Un réseau de microfissures, semblable à des toiles d'araignée, se propageant depuis le cœur même de l'acier. Le silence dans la salle devint assourdissant. L'ingénieur se rassit lourdement, son visage passant de la fureur à une stupeur blafarde. Les maires, eux, se levèrent, non pas pour partir, mais pour applaudir. Un tonnerre d'applaudissements qui fit trembler les lustres de l'hôtel de ville. Ils ne voyaient plus une enfant, mais une prophétesse de l'ère moderne. En retrait, Arnald de la Rochefoucauld ne regardait pas la scène. Il regardait Manon, et une unique larme, la première en 30 ans, traça un sillon sur sa joue. La petite fille qui avait peur de l'orage était devenue celle qui empêchait les mondes de s'effondrer. 10 ans s'étaient écoulés. Le marbre glacial de la place Vendôme avait cédé la place au verre et à l'acier brossé du pôle technologique du plateau de Saclay, le cœur battant de l'innovation française. La jeune fille frêle, engloutie par un anorak trop grand, avait laissé place à une jeune femme de 19 ans, Manon de la Rochefoucauld. Sa posture était droite, son regard aussi perçant qu'autrefois, mais la peur avait été remplacée par une autorité tranquille. Elle se tenait non plus devant une vitrine, mais à la tête d'un empire de savoir, la Fondation Le Rythme Parfait. Aujourd'hui, la scène n'était pas une boutique, mais l'auditorium principal de la Fondation, un amphithéâtre rempli à craquer par l'élite intellectuelle et politique du globe. Des lauréats du prix Nobel, des ingénieurs de la NASA, des leaders mondiaux et des philanthropes étaient venus écouter la prodige qui avait, en une décennie, redéfini les lois de la maintenance prédictive et du diagnostic médical. Le silence qui régnait n'était plus celui du mépris, mais celui de l'anticipation respectueuse, un silence lourd du poids des vies déjà sauvées. Manon monta sur scène, vêtue d'un simple col roulé noir, un contraste frappant avec le luxe ostentatoire de son passé. Elle ne portait ni note ni prompteur. S'approchant du micro, sa voix claire et sans la moindre inflexion de doute emplit l'espace. « Il y a 10 ans, j'ai appris au monde qu'une montre pouvait avoir peur. Aujourd'hui, je suis venue vous dire que nos civilisations ont une voix et qu'elle est terrifiée, commença-t-elle, son regard balayant l'assemblée. Elle projeta derrière elle une image complexe des réacteurs à fusion nucléaire du projet ITER dans le sud de la France. Nous avons appris à écouter le chant de la matière. La même analyse de résonance acoustique qui a détecté une microbulle de gaz dans une montre de luxe nous permet aujourd'hui de déceler des microfissures dans le confinement d'un réacteur, des semaines avant que le moindre capteur traditionnel ne s'affole. Nous n'avons pas seulement sécurisé une source d'énergie propre pour le futur, nous avons donné à ce futur une chance d'exister. Puis, l'image changea pour celle d'une double hélice d'ADN vibrant doucement. Nous avons ensuite tourné nos oreilles vers l'infiniment petit. À l'Institut Pasteur, nous n'écoutons plus le métal, mais la vie elle-même. Chaque cellule, en se divisant, émet une signature vibratoire. Les cellules cancéreuses ou celles affectées par des maladies neurodégénératives chantent une note fausse. Nous détectons la maladie non pas quand elle crie de douleur, mais quand elle chuchote son existence, des années avant le premier symptôme. Dans le public, au premier rang, Arnaud de la Rochefoucauld regardait, non pas la scientifique acclamée par le monde, mais sa fille. Les lignes de son visage s'étaient adoucies avec les années, la dureté du titan des affaires remplacée par la fierté d'un père. Il comprit que son plus grand chef-d'œuvre n'était pas un empire de luxe, ni une collection d'art, mais l'esprit qu'il avait aidé à libérer d'une prison de silence et de pluie. Son meilleur investissement n'avait pas été fait en euros, mais en humanité. Manon se tourna vers lui un instant, un sourire presque imperceptible sur les lèvres, avant de revenir à son auditoire. Mais la plus grande innovation de notre fondation n'est pas technologique, elle est humaine. Nous avons créé des algorithmes pour chercher non pas les fissures dans le béton, mais les fréquences perdues de notre société, les enfants brillants que le bruit de la pauvreté et des préjugés rend inaudibles. Nous leur donnons un abri, non pas contre l'orage, mais contre l'indifférence. Son regard s'intensifia, capturant chaque personne dans la salle. Une microbulle dans un rouage peut arrêter la machine la plus complexe. Un enfant ignoré dans une cité peut priver le monde de son avenir.
La question n'est plus de savoir si nous avons les moyens de les trouver, mais si nous avons le courage d'écouter ce qu'ils ont à nous dire. Le plus grand génie de notre temps ne se trouve peut-être pas dans ce prestigieux auditorium, mais en ce moment même, en train de se cacher de la pluie. Alors que la salle se levait comme un seul homme dans une ovation assourdissante qui fit vibrer les murs, la caméra se resserra sur le visage de Manon. Une voix off, grave et pleine de sagesse conclut, tandis qu'à l'écran, une image d'archive montrait Manon accueillant une nouvelle enfant effrayée aux portes de la fondation. Car la vraie valeur ne s'expose pas dans une vitrine de luxe, elle se cache dans le génie que la société s'obstine à appeler la saleté.